Feuilleter le livre L'histoire de l'EPR ramène à des pages si lointaines qu'on croit à peine qu'il s'agisse la même saga, toujours inachevée. Tout a commencé lors du sommet franco-allemand de 1989. À l'époque, le couple Mitterrand-Kohl allait de pair et souhaitait sceller leur coopération dans des projets ambitieux. Quoi de plus stratégique dans l'énergie ? Le programme baptisé European Pressurized Reactor est officiellement lancé en 1992. Dans une Europe encore secouée par l'onde choc la catastrophe Tchernobyl en 1984, ce réacteur promet d'allier plus puissance à une sécurité optimale. Mais derrière la bonne entente des dirigeants, la relation entre ingénieurs français et allemands est loin d'être idyllique car trop déséquilibrée. EDF n'est pas ravi repartir de zéro et jeter l'eau ses travaux sur le réacteur REP 2000, successeur annoncé du réacteur M4+, dernier modèle mis en service ce jour en France si vaut la fin des années 1990. Les autorités de sûreté françaises et allemandes ont également des attentes différentes, l'Allemagne exigeant des enveloppes de protection en béton et en acier beaucoup plus épaisses autour du réacteur. Sans parvenir à s'accorder, chacun empile sa réglementation dans un cahier des charges conçu comme une cathédrale de normes. Jusqu'à ce qu'il devienne impossible à construire. L'EPR est une machine trop compliquée, presque inconstructible, a reconnu lors d'une audition à l'Assemblée nationale l'ancien PDG d'EDF Henri Proglio. Monstre d'acier et de béton, la technologie EPR n'est pas fondamentalement différente de celle des réacteurs existants. Toute sa complexité vient de l'architecture de sécurité. Il embarque beaucoup plus béton, d'acier, de systèmes d'alerte que les anciens réacteurs, résume Nicolas Goldberg, énergéticien du cabinet Columbus Consulting, pour décrire ce monstre d'acier et béton dont l'ancien directeur général d'EDF Hervé Macheneau. Malheureusement, l'Allemagne est un partenaire capricieux qui, après avoir dicté ses conditions, s'est retiré du projet au profit d'un changement de coalition. En 1998, des écologistes entrés au gouvernement ont gelé les projets nucléaires outre-Rhin. Seuls les industriels français héritent d'une conception de réacteurs dont ils ne voulaient pas vraiment et qui ne leur garantit aucune commande. À la fin des années 1990, le climat n'était guère plus favorable au nucléaire sur l'autre rive du Rhin. Sous la pression, ses alliés écologistes représentés au gouvernement en 1997 par la ministre de l'Environnement Dominique Brunet, le Premier ministre Lionel Jospin a tardé à appuyer sur le bouton lancement des premiers projets d'EPR. L'impatience monte dans le secteur. Deux naufrages face à un horizon bouché en France, les entreprises françaises cherchent à l'étranger un hypothétique Eldorado et le trouvent. En Finlande, Areva, anciennement Framatome, a remporté aux côtés de Siemens la construction des 2 réacteurs EPR à Olkiluoto dans le sud-ouest du pays. Trop heureux de sortir de terre les premiers exemplaires au monde, les 2 groupes concèdent des remises considérables. À défaut de faire fortune, la patronne d'Areva Anne Lauvergeon veut faire d'Olkiluoto une vitrine de ses compétences pour ensuite engranger d'autres contrats ailleurs. Obsédé devancer son rival EDF, les Américains Westinghouse et les Coréens KEPCO, Areva se précipite et sous-estime l'ampleur la tâche alors que seulement 10% l'étude conception est achevée. Ce qui devrait être un travail de pionnier creuse un gouffre financier qui engloutit peu à peu ses ressources et l'entreprise elle-même. L'enveloppe budgétaire gonfle de 3,4 à 11 milliards d'euros, tout comme les échéances qui accusent finalement 12 ans de retard. Désindustrialisation et perte de savoir-faire côté EDF, le chantier du siècle a ouvert en 2007, 3 ans après le feu vert du gouvernement Raffarin. À Flamanville dans la Manche, il faudra apporter la preuve du bon fonctionnement des EPR quand Areva s'enlise à Olkiluoto. De Baltique à la Manche, même impréparation précipite le même naufrage. Les coûts dérivent à l'identique de 3,5 à 13,2 milliards d'euros avec là aussi 12 ans de retard au minimum. Comment expliquer 2 échecs industriels presque jumeaux ? Selon les conclusions Cour des comptes, la concurrence féroce entre Areva et EDF fragilise de l'intérieur une industrie française, dont les compétences sont quelque peu rouillées après 11 ans sans moindre fabrication réacteur. La désindustrialisation, synonyme de perte de savoir-faire dans la fabrication du béton, la qualité des soudures, a particulièrement pesé sur Flamanville. L'absence chantier en série ne permettait pas d'entretenir un réseau de sous-traitants par manque de visibilité. On constate les mêmes difficultés dans tous les pays occidentaux pour construire des réacteurs, EPR ou non. Ce ne sont d'ailleurs pas des difficultés inhérentes au nucléaire, insiste Nicolas Goldberg qui note qu'au contraire, la construction d'EPR ne connaît pas ces difficultés en Chine, qui sème des réacteurs sur tout son territoire. En 2007, les Chinois ont notamment confié à Framatome et EDF la construction de 2 EPR à Téchamp.
Téchamp et Hinkley Point pour oublier Flamanville éclairé par ses échecs précédents et soutenu par l'expérience récente des Chinois, EDF parvient cette fois à activer 2 réacteurs EPR de première génération à Téchamp en 10 ans. Autre victoire à l'export, EDF a été chargé en 2013 de fournir 2 réacteurs EPR à la centrale de Hinkley Point au Royaume-Uni en collaboration avec la société chinoise CGN. Plus lent que Téchamp mais moins fastidieux que Flamanville, Hinkley Point devrait être achevé en 2026. C'est l'ultime projet de PR de première génération. Depuis 2011, une deuxième version simplifiée de l'EPR2 a été rédigée à partir des retours d'expérience des chantiers navals. EPR2 ne devrait même pas s'appeler EPR tant il est profondément différent. Par rapport au PR1, on enlève une enceinte confinement, superposition, des circuits sécurité, bâtiment pour faire un réacteur 2 fois moins cher et surtout beaucoup plus facile à construire qu'à Flamanville, note Tristan Camin, ingénieur industrie nucléaire qui souligne par exemple que nous passons 1700 références porte moins 70. Un défi énorme mais pas insurmontable face aux difficultés interminables des chantiers, l'abandon pur et simple du projet EPR aurait-il pu un instant être envisagé ? En 2011, EDF ne se voyait pas repartir de zéro. Il y a un effet cliquet. Plus avance, plus on investit d'argent, moins peut faire demi-tour, estime Nicolas Goldberg. L'achèvement de Téchamp et d'Olkiluoto, les avancées probantes réalisées au Royaume-Uni par Hinkley Point, 2 EPR2 co-construits au Royaume-Uni par EDF, laissent espérer. C'est désormais sur ce modèle EPR2 que repose l'avenir énergétique de la France. Sa conception est en cours d'élaboration pour atteindre 70% d'achèvement au démarrage des premiers travaux. En février 2022, dans l'emblématique chaufferie nucléaire Belfort, Emmanuel annonce la construction 6 nouveaux EPR, marquant sa rupture avec plus 20 en tergiversation l'État sur fond considération politique. Le chef de l'État se lance un défi immense mais pas insurmontable. La filière est prête à livrer ce grand projet, proclame le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, qui vante les enseignements du passé et les perspectives d'avenir offertes par la relance de l'atome. Ça y est, on sort la tête de l'eau sur les EPR. En Chine et en Finlande, les réacteurs tournent. Par ailleurs, nous avons identifié les problèmes même si le coût énorme des projets EPR, initialement présentés comme plus économiques, demeure, confirme Tristan Camin à l'unisson avec Nicolas Goldberg. Pourtant, aujourd'hui, aucun électron n'est encore sorti d'une centrale nucléaire EPR en France. Flamanville devrait entrer en service mi-2024 au plus tôt. Soit 32 ans après le démarrage du programme EPR. Retrouvez notre dossier spécial « La revanche du nucléaire », cliquez sur la première page pour accéder à notre édition spéciale de 82 pages.